des montagnes anciennes brûlant au soleil, des vallées profondes dominées par un silence glacial, et un vent brûlant qui sculpte le sable en vagues sans fin. La chaleur fait craquer la terre jusqu'aux os. Toute trace d'eau n'est qu'un mirage. Et la nuit, un froid glacial descend d'un ciel étoilé. Des canyons cachés révèlent des secrets géologiques vieux de millions d'années. Des plaines infinies disparaissent à l'horizon, se confondant avec le ciel. Et la vie, dans un acte de pure rébellion, refuse de disparaître. Ce sont les déserts sauvages des États-Unis, un vaste empire d'aridité où seuls les plus forts et les plus rusés prévalent. Ici, dans cette terre forgée par le feu et le temps, la nature se révèle dans son état le plus pur et le plus impitoyable. Les mouflons d'Amérique défient des falaises impossibles. Le géocoucou vole à travers la plaine comme une flèche empennée. Et le scorpion danse sous la lune avec sa piqûre mortelle. Chaque créature a signé un pacte avec l'aridité pour survivre. Le faucon regarde depuis le ciel, un point de mort dans le bleu infini. Le lièvre à queue noire écoute le danger avec ses oreilles en forme d'antenne. Et la tortue du désert s'enfouit dans le sable, attendant la fin du soleil tyrannique. C'est un monde où l'ombre est un luxe et l'eau un miracle. Le renard véloce émerge dans le crépuscule, un chasseur d'ombre. Le monstre de Gila marche avec une lenteur ancestrale, portant le poison dans son sang. Et le coyote hurle à la lune, revendiquant sa souveraineté sur la nuit. Mais dans ce royaume de survivants, l'écosystème brûlant n'est pas le seul adversaire. Ici, la vie est une guerre constante, dictée par des griffes qui déchirent, des crocs qui écrasent et du poison qui consume. Dans ce champ de bataille puni, les plus forts imposent leurs lois à la proie dans des actes de sauvagerie impitoyables. Depuis les falaises, tel un fantôme, le puma sauvage traque sa proie dans un silence mortel. D'un seul bond, ce tueur vorace consomme ses intentions sans cœur et en quelques secondes, les crocs de cette bête s'enfoncent dans le cou de sa victime et une autre vie est prise par ce chasseur impitoyable. Loin de la scène de crime du félin, caché sous la poussière, un reptile féroce attend son attaque éclair. Avec un venin à glacer le sang, le serpent à sonnette s'en prend à sa proie malchanceuse, la tuant d'une mort atroce. Le simple contact de ces crocs acérés représente le début d'une longue agonie qui se terminera par une proie substantielle pour ce carnivore rusé. Dans l'obscurité des nuits du désert, sous un ciel étoilé, le hurlement du coyote féroce proclame une condamnation à mort. Avec une ruse forgée dans la faim, ce chien sauvage se lance dans une autre de ses chasses calculées, dans laquelle le sort de sa proie, quoi qu'il fasse, est déjà écrit, et le sable chaud est à nouveau taché de sang. Dans cet habitat désertique, la vie et la mort dansent un ballet éternel sous un soleil implacable, dans l'une des régions les plus hostiles et fascinantes de la planète. Répartis dans le Far West américain, les grands déserts américains représentent un vaste territoire, un empire de plus d'1,2 million km², formant ensemble une mosaïque d'écosystèmes arides, chacun doté d'une identité unique. Bien qu'ils partagent la tyrannie de la pénurie d'eau, ce ne sont pas des mondes homogènes, mais des royaumes uniques régis par leurs propres lois et avec leurs propres protagonistes. Au sud-ouest, le désert de Sonora s'élève tel un miracle de la vie. Ce n'est pas une terre morte, mais une forêt de géants épineux où les saguaros lèvent leurs bras vers le ciel tels d'anciennes sentinelles. Ici, 2 pluies par an libèrent une explosion de verdure, une oasis provocante qui vibre d'une vie inattendue entre pentes rocheuses et vallées profondes. À l'ouest et au nord, le désert de Morave impose ses propres lois. C'est une terre d'agonie et de beauté, où l'enfer de la vallée de la mort cède la place au calme fantomatique des forêts d'arbres de Josué. À l'est, sur un plateau balayé par les vents, le désert de Chihuahua s'étend sur une vaste étendue. C'est un monde de prairies dorées et d'horizons infinis, parsemé des silhouettes acérées des yuccas et des agaves, un royaume de solitude et de ciels monumentaux où la vue s'étend à l'infini. Et aux latitudes plus élevées, le désert du Grand Bassin révèle la face la plus froide de l'aridité. C'est un empire glacé, un océan d'armoise argentée ondulant sous le poids de la neige hivernale.
Ici, le silence n'est pas chaleureux, mais glacial et tranchant, rappelant que le désert peut aussi être un monde glacial. Dans ces domaines, la vie est régie par un rythme brutal d'extrêmes, où les saisons ne sont pas une transition en douceur, mais une guerre d'éléments. La loi la plus implacable est la soif. Au cœur du désert de Morave, le plus aride de tous les déserts, il existe des endroits où la pluie n'est qu'un souvenir. L'hostile vallée de la mort reçoit moins de 5 cm d'eau par an, une quantité dérisoire qui s'évapore avant de pouvoir assécher la terre craquelée. Pendant ce temps, dans les déserts de Sonora et de Chihuahua, la promesse de vie arrive sous la forme de moussons violentes, de tempêtes déchaînées qui déclenchent des crues soudaines et disparaissent tout aussi rapidement. L'été transforme cet empire en une fournaise impitoyable, un endroit où l'air lui-même brûle et où la température la plus élevée sur Terre a été enregistrée, avec un thermomètre atteignant 56 degrés Celsius. En revanche, l'hiver déchaîne un enfer glacial dans le Grand Bassin, où les températures chutent à moins 34 degrés Celsius et où le sol gèle sous une couverture de neige et de silence. Malgré ces extrêmes de feu, de glace et de soif perpétuelle, où vraisemblablement tout espoir de vie s'évanouit, dans un acte de bravoure et de ténacité sans précédent, d'innombrables créatures sauvages appellent ces écosystèmes inhospitaliers leur foyer. Des centaines d'espèces d'oiseaux s'élèvent au-dessus du ciel brûlant, bravant la chaleur à la recherche de proies. Plus de 60 espèces de mammifères patrouillent ces terres et revendiquent la domination des plaines et des montagnes. Et jusqu'à une centaine de reptiles et d'amphibiens glissent entre les rochers et le sable, témoignage de leur incroyable ténacité. Alors que les déserts sauvages d'Amérique du Nord représentent une toile vierge où la faune peut être observée dans toute sa splendeur, ces écosystèmes inhospitaliers sont parfois, à l'inverse, le théâtre de massacres cruels. L'un des principaux auteurs de ces actes de sauvagerie terrifiants est un félin robuste qui se déplace comme un fantôme dans les canyons et les montagnes escarpées du désert de Sonora. Pesant jusqu'à 100 kg et mesurant près de 3 mètres du nez jusqu'au bout de sa longue queue, le puma, également connu sous le nom de lion des montagnes, est le prédateur suprême de ce royaume de roches et de soleil. Sa fourrure, de couleur fauve ou brun grisâtre, est un manteau d'invisibilité, une adaptation parfaite qui lui permet de se fondre dans la terre et les ombres, devenant presque imperceptible aux yeux de ses proies. Tout dans son corps est conçu pour une embuscade et une mort subite. Ses pattes postérieures disproportionnées, grandes et musclées, sont des ressorts de pure puissance, capables de le lancer dans des sauts de plus de 12 mètres de long ou de le propulser dans une course explosive et silencieuse. Sa longue et lourde queue n'est pas un ornement, mais un contrepoids vital, un gouvernail qui lui donne un équilibre surnaturel, alors qu'il navigue sur des corniches étroites et des terrains dangereux. Ce chasseur est l'incarnation de la patience. Il passe la majeure partie de sa vie dans une solitude presque absolue, patrouillant un vaste territoire pouvant couvrir des centaines de kilomètres carrés. Il ne poursuit pas sa proie dans des courses épuisantes à travers la plaine. Sa stratégie de chasse repose sur des attaques éclairs qui, en un clin d'œil, laissent sa victime sans aucune chance de s'échapper. Ce tueur calculateur choisit son terrain, souvent des pentes rocheuses ou des buissons denses, et attend. Doté d'une vue et d'une ouïe perçante capable de capter le moindre bruissement d'une feuille sèche, le chat localise sa cible, généralement un cerf mulet majestueux broutant dans un faux sentiment de sécurité. C'est là que la vraie chasse commence. Accroupi, le ventre touchant presque le sol, le prédateur entame une traque méthodique, une avancée si lente qu'elle semble une extension du rocher lui-même. Chaque muscle bouge avec une fluidité contrôlée, chaque pas placé avec une précision millimétrique pour ne pas alerter la victime. Conscient que, dans un environnement aussi difficile que le désert de Sonora, perdre une proie pourrait le plonger dans une famine sans fin, le félin ne désespère pas et planifie chaque détail de sa chasse imprenable avec une patience impressionnante. Le prédateur peut passer jusqu'à 1 heure à ramper sur les 100 derniers mètres, utilisant chaque rocher et chaque buisson comme couverture, tandis que le vent transporte son odeur loin des narines sensibles du cerf. Lorsque le chasseur atteint la distance optimale, le monde semble retenir son souffle.
Dans une attaque explosive où la violence atteint des niveaux jamais vus auparavant, le puma se lance sur sa proie. En moins d'une seconde, il parcourt la distance qui le sépare de sa cible, atterrissant sur le dos de l'ongulé avec une force dévastatrice. Ses griffes rétractables et acérées comme des rasoirs s'enfoncent profondément dans la chair, l'ancrant à la victime paniquée. Mais la lutte est brève. Le but du félin n'est qu'un, le coup. Avec une précision chirurgicale, leur croc, long jusqu'à 4 cm, s'enfonce dans la gorge ou la base du crâne. La morsure est définitive, écrasant la trachée ou fendant les vertèbres cervicales, et la lutte du cerf cesse dans un silence brusque. Après la mise à mort, le puma traîne souvent sa proie, qui peut peser plus que lui, vers un endroit isolé, sous un affleurement rocheux ou dans un fourré. Là, il déchire sa peau dure et consomme jusqu'à 7 kilos de viande en un seul repas, satisfaisant ainsi la faim accumulée pendant des jours de traque. Comme il a tendance à jeter son dévolu sur des proies voluptueuses, presque toujours après son festin, les restes sont abondants. Mais nous sommes au milieu du désert hostile de Sonora, donc rien ne peut être gaspillé. Ainsi, ce que le carnivore ne consomme pas, il le cache méticuleusement, le recouvrant de terre, de feuilles et de branches, créant un garde-manger secret dans lequel il reviendra dans les jours à venir, protégeant son butin des charognards opportunistes. La vie de ce colosse est solitaire et territoriale. Les frontières de leur royaume sont clairement marquées par des indices olfactifs et visuels, de profondes égratignures dans l'écorce des arbres et des jets d'urine à des points stratégiques tels que des formations rocheuses et des sentiers annoncent leur domination. Toute intrusion d'un autre mâle dans le monde capricieux des pumas est une déclaration de guerre claire. Lorsque deux de ces titans se rencontrent, l'air est chargé d'une tension palpable. L'affrontement commence par un rituel d'intimidation. Des grognements gutturaux résonnent dans la poitrine, les oreilles plaquées contre le crâne et les lèvres retroussées pour révéler les redoutables canines. Si aucune des deux bêtes ne recule, la violence est inévitable. Ils se lancent l'un sur l'autre dans un tourbillon de coups et de morsures, une lutte brutale pour le territoire et le droit de procréer. Les coups de ses pattes peuvent fracturer les os, et ses griffes cherchent à déchirer le visage et les flancs du rival. La bataille est courte mais sauvage, et se termine souvent avec l'un des mâles grièvement blessé, cédant le territoire au vainqueur. Le seul répit dans cette vie de solitude et de conflit se produit lorsqu'une femelle entre en chaleur. Leurs appels résonnent dans les canyons, une invitation que le mâle dominant n'ignore pas. Le couple sera ensemble pendant quelques jours, dans une cour tendue et éphémère. La copulation est brève, mais elle est répétée sans cesse pour assurer la conception. Alors le pacte est rompu. Le mâle s'en va, retournant à son existence fantomatique, et la femelle est laissée seule pour affronter une gestation de 90 jours, au terme de laquelle elle donnera naissance à la prochaine génération de tueurs silencieux, dans la solitude d'un repère caché. Mais dans ces mêmes falaises dangereuses où le puma règne comme un fantôme, une autre créature a maîtrisé l'art de la survie, non pas par la furtivité et le massacre, mais en défiant la gravité elle-même. Pesant jusqu'à 140 kg et doté de bois en spirale qui peuvent à eux seuls ajouter 14 kg à son volume, le mouflon d'Amérique est le souverain incontesté des hauteurs. Sa fourrure brune, qui se fond dans la roche, et une tache blanche distinctive sur sa croupe, en font une apparition presque spectrale sur les corniches les plus reculées. Les femelles, plus fines et aux cornes plus discrètes, dirigent leur propre troupeau, forteresse matriarcale où la vigilance est une loi de vie. Mais ce sont les béliers, les mâles imposants, qui personnifient la force brute et la majesté de cette espèce. Leur habitat n'est pas les vallées ou les plaines, mais une forteresse verticale de falaises, de rochers escarpés et de précipices qui, pour toute autre créature, constitueraient une barrière mortelle. Pour ce mouton, cependant, le rocher est un chemin. Leurs sabots sont un chef-d'œuvre d'adaptation. Chacun est divisé en 2 doigts flexibles, avec un coussinet intérieur doux et concave qui adhère à la plus petite imperfection de la pierre, fonctionnant comme une ventouse. Les bords extérieurs durs et tranchants s'enfoncent dans les fissures, offrant une traction défiant la gravité.
Il se déplace le long de parois presque verticales avec un calme et une confiance inconcevables, sautant d'un rebord à l'autre à travers des gouffres de 6 mètres, atterrissant avec une précision extrême dans un espace pas plus grand que la paume d'une main. Cette compétence n'est pas un exploit, c'est leur principale stratégie de survie. Quand le fantôme de la montagne, le puma, se cache dans l'ombre, le mouton ne s'enfuit pas vers la plaine. Son instinct le pousse vers les hauteurs, vers les terrains les plus traîtres, vers des endroits où le félin, malgré son agilité, n'ose pas le suivre. Sa vision est une autre de ses grandes armes. Ses grands yeux, situés sur les côtés de sa tête, lui confèrent un champ de vision panoramique de près de 320 degrés, lui permettant de surveiller les vallées et les pentes derrière lui sans même bouger la tête. L'ongulé peut détecter le moindre mouvement à des kilomètres de distance, ce qui lui donne un temps précieux pour commencer son ascension vers la sécurité. En dehors de la saison des amours, les mâles vivent séparément des femelles, en meute de célibataires. Il ne s'agit pas de groupes pacifiques, mais de terrains d'essai permanents, de sociétés gouvernées par une hiérarchie de fer forgée par la force pure. La tension dans ces groupes est palpable, un courant sous-jacent de puissance et de défi qui peut éclater à tout moment. Et quand elle explose, la montagne elle-même semble retenir son souffle. Le conflit est le duel le plus spectaculaire de tout le désert. Tout commence par un défi. Un bélier plus jeune et plus ambitieux peut s'approcher du mâle dominant, où 2 rivaux de taille égale peuvent se retrouver en conflit de statut. Il n'y a pas d'attaque surprise. Tout d'abord vient le rituel, une guerre de posture conçue pour éviter le combat physique si possible, dans une tentative d'éviter un bain de sang inutile. Les 2 titans se regardent, révélant toute la fureur qu'ils sont sur le point de déchaîner. Chaque bête marche lentement en cercles autour de l'autre, montrant le profil de ses bois impressionnants, dans ce qui est une démonstration claire et terrifiante de son armement. Les prétendants hérissent la fourrure de leur dos pour paraître encore plus grands et frappent le sol rocheux avec une patte avant. Un geste d'impatience et d'agression contenue. Si aucun des 2 camps ne cède, si le challenger ne se soumet pas en baissant la tête, une confrontation est inévitable. Et l'écosystème meurtri du désert de Sonora est à quelques secondes d'assister à l'une des batailles les plus sanglantes de la faune sauvage. Ici, comme s'ils recevaient un signal invisible, les 2 mâles reculent, s'éloignant d'une vingtaine de mètres, créant l'espace nécessaire à l'énorme charge. Pendant un instant, mais sans hésiter, les 2 caucus restent immobiles, dans ce qui est un préambule tendu au moment où 2 trains vont entrer en collision. Et puis, après un silence de mort, ils se lancent. C'est une explosion de force, et l'une des plus grandes expressions de sauvagerie dans ce vaste désert. Se précipitant l'un vers l'autre à plus de 30 km à l'heure, la tête baissée, leurs cornes redoutables pointées, l'impact est cataclysmique, produisant un son sec, comme celui d'un rocher géant se fendant en 2, résonne à travers les canyons et les vallées, un coup de tonnerre annonçant que la bataille a commencé. La force de la collision est énorme, une décharge d'énergie qui ferait exploser le crâne de n'importe quel autre être vivant. Mais le bélier est fait pour cette violence. Votre crâne est constitué d'une double couche osseuse, avec des structures internes qui absorbent et dissipent la force du coup, protégeant ainsi votre cerveau de la commotion cérébrale. Après l'accident, ils reculent tous les 2, stupéfaits un instant, mais indemnes. Ils secouent leurs énormes têtes pour clarifier leur vision, et le rituel se répète. À maintes reprises, ils se séparent, chargent et entrent en collision, dans un marathon de violence qui peut durer des heures. Chaque impact est un test d'endurance, une question brutale. Qui a les os les plus solides, les muscles les plus résistants et la volonté la plus inébranlable ? Malgré leur détermination, petit à petit, inévitablement, l'un des combattants commence à faiblir. Leurs charges deviennent plus lentes et leur position moins ferme. Le mâle dominant sent la faiblesse de son adversaire et prend l'avantage, frappant avec plus de férocité. Finalement, le bélier le plus faible ou le plus fatigué ne peut plus endurer. Après un dernier impact, au lieu de se préparer à une nouvelle charge, il se retourne, signe sans équivoque de reddition. Le bélier le plus redoutable, haletant et plein d'adrénaline,
peut donner une poussée finale qui dissipe tous les doutes sur sa supériorité ou regarder immobile son adversaire s'enfuir. L'homme vaincu s'en va, humilié, sa position dans la hiérarchie brisée. Le vainqueur reste figé au bord de la falaise, se tenant comme le maître incontesté du terrain rocheux, du moins jusqu'à ce qu'un autre challenger apparaisse au loin. Mais la survie dans le désert n'est pas toujours décidée par la force des titans qui secouent de la roche. Dans les vallées et les plaines, loin des falaises, la vie se mesure à la vitesse d'un battement de cœur, dans une course effrénée pour éviter d'être dévoré. Avec un corps mince ne pesant pas plus de 3 kilos et des pattes arrière constituées de muscles purs, le lièvre à queue noire est la preuve ultime que pour survivre à la vie trépidante de la nature sauvage, il n'est pas nécessaire d'être un énorme chat ou d'avoir une paire de bois robuste. Sa fourrure, un mélange de tons gris et brun tacheté de noir, est un manteau tissé par le désert lui-même, un camouflage qui le rend presque invisible parmi les fourrés d'armoise et la terre sèche. Une bande noire distinctive qui court le long de son dos et de sa queue lui donne son nom. Une marque d'identité dans un monde où passer inaperçu est la clé pour rester en vie. Ce lagomorphe ne vit pas dans les bastions rocheux des mouflons d'Amérique. Son royaume se compose de plaines ouvertes, de broussailles et de vallées, un environnement où il n'a nulle part où se cacher. Leur vie n'est pas une vie de domination, mais d'alerte perpétuelle. Une existence sur le fil du rasoir où chaque seconde est une bataille gagnée contre une horde de prédateurs affamés. Mais avant d'affronter les chasseurs sanguinaires qui tractent la terre et le ciel, cette créature doit livrer une bataille encore plus ancienne et tout aussi féroce. Dans le désert, la chaleur n'est pas seulement une condition, c'est un ennemi omniprésent, un bourreau qui punit sans pitié tout être exposé à sa fureur. Pour survivre à cet enfer, le lagomorphe a développé l'une des adaptations les plus extraordinaires et élégantes de tout le règne animal. Leurs oreilles disproportionnées, mesurant jusqu'à 17 cm de long, ne servent pas uniquement à écouter. Ce sont des radiateurs biologiques, un système de refroidissement personnel d'une efficacité étonnante. Sous la peau translucide de ses oreilles se trouve un vaste et complexe réseau de vaisseaux sanguins. Lorsque la température corporelle du lièvre augmente dangereusement, il détourne un plus grand flux de sang chaud vers ce réseau. Le moindre souffle de vent du désert passant sur l'énorme surface des oreilles rafraîchit le sang qui y circule. Ce sang, désormais plus froid, retourne au reste du corps, abaissant sa température interne dans un cycle constant et silencieux. C'est un miracle de la thermodynamique, un climatiseur naturel qui lui permet de résister à des températures qui tueraient d'autres créatures. Mais sa maîtrise de la chaleur ne se limite pas à sa physiologie. Ce mammifère compact adapte sa routine quotidienne dans une symphonie de comportements pour échapper à la tyrannie du soleil. Pendant les heures centrales de la journée, lorsque le désert devient une fournaise, le lièvre disparaît. Il ne creuse pas de terrier profond comme les autres mammifères. Au lieu de cela, il recherche l'ombre modeste d'un buisson ou d'un rocher et s'aplatit contre le sol. Là, dans une dépression peu profonde qu'il creuse avec ses pattes avant, il presse son corps contre la terre, qui est toujours quelques degrés plus fraîche que l'air brûlant. En restant immobile pendant des heures, les oreilles dressées, et en se tournant lentement pour capter la moindre brise, dans un état de léthargie vigilante, le lagomorphe parvient à gagner quelques degrés sur son habitat brûlant. Son véritable royaume est le crépuscule et la nuit. Lorsque le soleil abandonne enfin sa puissance et que le désert exhale sa chaleur accumulée, ce speedster émerge. Sous la lumière de la lune et des étoiles, il s'aventure à la recherche de sa subsistance. La soif, l'autre grande loi du désert, n'a pas non plus de pouvoir sur lui. Cette créature délicate boit rarement de l'eau, tirant toute l'humidité dont elle a besoin de la végétation qu'elle consomme. Les herbes, les feuilles de mesquite et même les cactus épineux sont des sources importantes de ce liquide vital. À des centaines de kilomètres à l'est du royaume du Saguaro, au-delà des frontières du désert de Sonora, un nouvel empire d'aridité s'élève. C'est le désert de Chihuahua, le plus grand de tous.
Un haut plateau où l'horizon est sans fin, les hivers sont plus froids et les étés déclenchent de violentes moussons qui apportent avec elles une explosion de vie éphémère. Ici, dans ces plaines impitoyables, une nouvelle génération de survivants mène sa propre bataille contre l'écosystème hostile et les prédateurs vicieux. L'une de ces espèces sauvages qui ont choisi le désert hostile de Chihuahua comme foyer est un oiseau féroce au bec en forme de poignard et à la vitesse implacable qui, au lieu de fuir le danger, le crée. C'est le guerrier à plumes du désert, un chasseur forgé sur la plaine brûlante. Avec un corps élancé ne pesant pas plus d'un demi-kilogramme et une longueur de 60 cm de la pointe de son bec jusqu'au bout de sa longue queue, le géocoucou a renoncé aux cieux pour revendiquer sa domination sur la terre. Son plumage est une mosaïque de brun, de noir et de blanc, un camouflage tacheté qui le fait se fondre dans la végétation sèche et les ombres dansantes du maquis. Une crête hérissée, qu'il soulève et abaisse à volonté, trahit son humeur, de la curiosité à la rage meurtrière. Ses longues et puissantes pattes ne sont pas faites pour se percher sur des branches, mais pour dévorer le sol à des vitesses dépassant les 40 km par heure. Mais avant de pouvoir chasser, cette créature doit d'abord conquérir son environnement. Un royaume où le soleil est un tyran. À midi, lorsque le désert montre son côté le plus brûlant, le géocoucou disparaît. Il recherche l'ombre modeste d'un mesquite ou d'un cactus et reste immobile, conservant chaque goutte d'énergie. Pour combattre la chaleur, il fait vibrer les membranes humides de sa gorge, un battement rapide qui utilise l'évaporation pour refroidir le sang qui circule vers son cerveau. Mais le désert est aussi un monde de froid et, par un retournement de situation inattendu, après une nuit glaciale, l'oiseau a un besoin urgent de retrouver sa chaleur. À l'aube, il se perche dos au soleil levant, ébouriffant les plumes de son dos et exposant des plaques de fourrure sombre. Ses fenêtres noires agissent comme des panneaux solaires, absorbant directement le rayonnement, buvant le feu de l'aube pour préparer votre corps à la chasse. La soif est un ennemi auquel il est rarement confronté, car il a perfectionné l'art d'extraire toute l'humidité dont il a besoin de la chair et du sang de sa proie. Une fois sa bataille contre les intempéries terminée, un redoutable prédateur se révèle. Sa vie est une chasse constante. C'est un carnivore opportuniste avec un appétit vorace. Les gros insectes, les scorpions, les tarentules, les lézards et les petits rongeurs sont victimes de son bec, une arme tranchante et puissante comme un poignard. Sa technique est une démonstration de vitesse et de brutalité. Il observe le terrain depuis un monticule, ses yeux perçants scrutant le moindre mouvement. Dès qu'un lézard est détecté, la chasse commence. C'est une charge directe, une poussée de vitesse qui couvre la distance en un clin d'œil. Avant même que la proie ne puisse réagir, l'oiseau la saisit avec son bec pointu. Lui infligeant une faim rapide et vicieuse, le carnivore la frappe à plusieurs reprises contre le sol jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger, puis, sans perdre de temps, l'avale tout entière. Bien qu'il soit le tourment d'innombrables espèces sans défense, qui tombent devant ses talents de chasseur impitoyable, le féroce géocoucou est capable de voir un repas exquis dans un reptile assoiffé de sang, là où d'autres trouvent une mort certaine. Dans le sang de cet assassin rusé coule un courage ancestral qui le pousse à rechercher l'adversaire le plus dangereux de son royaume, le serpent à sonnette. Lorsque cet oiseau fugace rencontre le reptile, il ne s'agit en aucun cas d'une rencontre fortuite. Ce chasseur téméraire recherche plutôt activement un duel. Après avoir trouvé la vipère enroulée, il commence une danse macabre, un rituel de provocation. Il tourne autour du serpent, la crête levée, utilisant ses ailes comme un manteau pour l'inciter à attaquer. La vipère irritée lance son coup de foudre, dans une attaque qui, à l'exception de cet oiseau, est capable de faire fuir pratiquement tous les habitants du désert sauvage de Sonora. Mais le géocoucou est plus rapide. Et grâce à un bond prodigieux, il esquive les crocs venimeux de quelques millimètres seulement. Le reptile attaque encore et encore, dépensant son énergie à chaque poussée ratée. Entre chaque coup esquivé, le chasseur contre-attaque en donnant des coups de bec précis sur la tête du serpent. Après quelques minutes de ce balai tendu, la vipère s'épuise. C'est le moment que le géocoucou attendait. Dans une dernière feinte, avec une vitesse fulgurante, il bondit et plonge son bec dans la base du crâne du serpent. La saisissant avec une force implacable, il la soulève et la projette violemment contre les rochers. Le bruit des impacts résonne dans le silence du désert. Une fin brutale pour le maître du poison. Bien qu'il soit un redoutable chasseur, le géocoucou n'est pas invulnérable. Les coyotes et les faucons le considèrent comme une proie désirable, capable de satisfaire leur appétit excessif. Contre eux,
Sa vitesse est une fois de plus son salut. Lorsqu'il est poursuivi, fidèle à son nom, il court comme s'il n'y avait pas de lendemain dans un motif en zigzag imprévisible, utilisant sa connaissance du terrain pour se mettre à couvert dans les fourrés de cactus et de buissons épineux. En dernier recours, il peut entreprendre un vol court et bas, un battement d'ailes qui le porte en sécurité. À la fin de la journée, le géocoucou se dresse fièrement sur un rocher, preuve que, dans le désert, l'audace et la vitesse sont des armes aussi mortelles que n'importe quel poison. Mais la vitesse du géocoucou est une arme pour le combat rapproché, pour les labyrinthes de buissons. Dans les vastes plaines ouvertes de ce même désert de Chihuahua, où l'horizon est sans fin et où il n'y a aucun refuge, la survie exige une vitesse à une autre échelle. Ici, une espèce sauvage a poussé la vitesse jusqu'à ses ultimes conséquences, transformant l'évasion en une forme d'art. Avec un pelage au ton cannelle et blanc pur, l'antilope d'Amérique est un ongulé sculpté par et pour l'horizon sans fin. Cet habitant sauvage, pesant jusqu'à 70 kilos, est le dernier survivant d'une famille ancestrale nord-américaine, une relique vivante d'une époque révolue. Son corps entier est une œuvre d'art du créateur spécialement conçue pour la vitesse, une bête créée pour la course de longue distance. Leur galop n'est pas un effort, c'est un flux, un mouvement si efficace qu'ils semblent ne pas toucher le sol, tandis que leurs jambes légères et leurs sabots spécialisés dévorent le terrain. Lorsque l'antilope d'Amérique court, c'est un spectacle de l'avoir traversé l'horizon avec une facilité presque troublante. Bien qu'il soit capable d'atteindre près de 100 km/h en de courtes rafales, son véritable avantage ne réside pas dans le sprint, mais dans sa capacité à maintenir un rythme de plus de 60 km/h sur d'énormes distances sans même broncher. Ce mammifère rusé choisit de vivre dans les plaines ouvertes et les vastes étendues d'armoises du désert de Chihuahua pour une raison. Leur survie ne dépend pas du fait de se cacher, mais de voir et d'être vu. Dans l'immensité de la plaine, il n'y a pas de place pour l'embuscade. Et pour cette sentinelle des prairies, la vue est sa plus grande arme. Ses yeux sont immenses, placés haut sur son crâne. Cette position vous offre un champ de vision panoramique de plus de 300 degrés. Vous pouvez voir droit devant et presque droit derrière en même temps, sans bouger la tête. Son acuité visuelle est si prodigieuse que l'horizon n'est pas une ligne floue, mais une tapisserie de détails nets. Depuis une colline, il peut distinguer la silhouette d'un prédateur à des kilomètres de distance, étant capable de détecter n'importe quel carnivore avant même qu'il ne pose les yeux sur ce qui serait une proie juteuse. La meute, souvent composée de dizaines d'individus, fonctionne comme un système de surveillance collective. Avec autant d'yeux scrutant l'horizon, il est presque impossible de la prendre par surprise. Et lorsqu'un danger est détecté, l'un des signaux d'alarme les plus efficaces de la nature est activé. Les bois de l'antilope d'Amérique dressent les poils blancs de sa croupe, créant un éclair brillant et aveuglant, un signal d'alarme particulier qui peut être vu à des kilomètres à la ronde. Il s'agit d'un avertissement silencieux et instantané qui met toute la meute en état d'alerte. Il n'y a pas de panique, juste une réponse coordonnée. En un instant, le troupeau entier se met en mouvement, non pas dans une bousculade chaotique, mais dans une formation fluide et rapide. Ils courent comme une seule entité, leur corps bronzé flottant sur le sol, laissant derrière eux tout puma ou coyote dans un nuage de poussière. Pour eux, la chasse n'est pas une lutte désespérée, c'est une démonstration de supériorité, une course dont ils savent qu'ils gagneront toujours. Ils passent leur vie dans ce vaste paysage, se nourrissant des buissons d'armoise, des herbes et autres plantes qui composent la végétation austère de la plaine. Ils sont constamment en mouvement, toujours à la recherche des pousses les plus nutritives et restent vigilants. Malgré les prouesses inégalées de l'antilope d'Amérique en matière de course de fond, la survie dans le désert n'est pas toujours assurée par le plus rapide. Là où ce souverain des plaines domine l'horizon avec une vitesse inégalée, une autre espèce sauvage règne dans le monde des ombres et de la furtivité. Une bête qui n'a pas besoin de courir pour échapper à la mort, car elle attend dans sa morsure.
Enroulé à l'ombre d'un buisson de créosote presque invisible sur le sol poussiéreux, se trouve le serpent à sonnette. Son corps, mesurant jusqu'à 1,5 mètre de long, est une mosaïque d'écailles au ton brun, gris et jaunâtre, ornée d'un motif de losange sombre qui brise parfaitement sa silhouette. C'est un camouflage si efficace qu'un animal peut passer à quelques centimètres de lui sans même remarquer la menace qui l'attend. Sa tête, de forme triangulaire large et bien définie, abrite un arsenal de chasse d'une sophistication mortelle. Leurs yeux, aux pupilles verticales, sont conçus pour la pénombre du crépuscule et l'obscurité totale de la nuit, leur véritable terrain de chasse. Contrairement aux prédateurs de l'antilope d'Amérique, ce reptile ne gaspille pas d'énergie à chasser. Il est l'incarnation de l'embuscade, un prédateur qui a transformé la patience en arme. Leur stratégie est simple et brutalement efficace. Trouver un endroit où leur proie est passée, comme une piste de rongeurs ou l'entrée d'un terrier, et attendre. Il peut rester immobile pendant des heures, voire des jours, un ressort de muscles et de poison prêt à exploser. Pour détecter ses victimes dans l'obscurité de la nuit, il ne compte pas sur ses yeux. Il possède un sixième sens, une forme de perception qui lui permet de voir la chaleur de la vie. Entre leurs yeux et leurs narines se trouvent 2 organes sensoriels qui détectent le rayonnement infrarouge émis par les corps à sang chaud. Dans l'obscurité, un rat kangourou n'est pas une forme, c'est une signature thermique brillante et pulsée, une cible indubitable. De plus, sa langue fourchue bouge constamment, goûtant l'air. Il collecte les particules odorantes et les transfère à un organe spécialisé du palais, lui donnant une image chimique et directionnelle de son environnement. Il sait quelle bête s'approche et d'où elle vient. La proie, un petit rat du désert, avance sans méfiance, à la recherche de graines au clair de lune. Le reptile ne bouge pas. Il permet à sa victime de s'approcher, de pénétrer dans la zone d'attaque, un périmètre invisible où il n'y a pas d'échappatoire. Et puis, il attaque. C'est une explosion de vitesse qui défie la perception. En une fraction de seconde, sa tête est projetée en avant, sa bouche ouverte à un angle impossible. Ses crocs creux et rétractables, longs de plus d'1 centimètre, s'étendent comme des lames de rasoir et s'enfoncent dans la chair de sa proie. À ce moment-là, il injecte son venin, un cocktail mortel conçu pour détruire de l'intérieur. Cette substance mortelle provoque une hémorragie interne massive et commence à digérer les tissus de la victime avant même que son cœur ne cesse de battre, entraînant une mort extrêmement douloureuse. Mais au lieu de l'avaler immédiatement, aussi vite qu'elle l'a frappé, la vipère recule, disparaissant de la scène du crime. Il ne s'enroule pas autour de sa proie et ne se bat pas avec elle. Elle lâche simplement prise et se retire dans l'ombre, évitant tout risque d'être blessé dans la lutte. Le rat condamné saute et court quelques mètres avant que le poison ne le paralyse, succombant à une agonie rapide et violente. Le carnivore rusé attend patiemment que tout cela se termine. Puis, guidé par la traînée chimique laissée par sa victime mourante, il glisse lentement vers elle. Lorsqu'il s'étouffe enfin avec de la nourriture, il disloque sa mâchoire, ce qui lui permet d'avaler toute sa proie, qui est beaucoup plus large que sa propre tête. Une fois qu'il a mangé, il peut rester des semaines, voire 1 mois, sans avoir besoin de chasser à nouveau, se retirant dans sa tanière pour digérer lentement son festin. Après cette démonstration grossière de sa férocité, et bien qu'étant un carnivore sanguinaire, le serpent à sonnette n'est pas exempté des dangers qui dominent le désert de Chihuahua. La vie de ce prédateur est pleine de risques constants, et dans cet écosystème, il y a toujours un chasseur plus grand ou plus intelligent. Depuis le ciel,
Des faucons et des aigles veillent sur elle, capables de fondre sur elle et de l'attraper dans leur puissante serre avant même qu'elle ne puisse attaquer. Sur Terre, les coyotes et les blaireaux, avec leur résilience et leur ténacité, acceptent parfois des risques en échange d'un repas substantiel. Mais ses ennemis les plus redoutables sont ceux qui ont développé une immunité à son venin, comme le serpent roi, un autre reptile qui n'hésite pas à chasser et à dévorer le serpent à sonnette. Et, bien sûr, son ennemi juré à plumes, le géocoucou. Face à ces menaces, leur première défense est toujours le camouflage. L'immobilité est votre meilleur allié. Si la furtivité échoue, le cliquetis est votre deuxième avertissement. Le célèbre hocher au bout de sa queue n'est pas une arme d'attaque, mais un instrument d'avertissement. Lorsque le serpent se sent menacé par une bête trop grande pour être une proie, comme un coyote ou un cerf, il bat la queue. La vibration produit un son incomparable, un bourdonnement sec et glacial qui résonne dans le silence du désert. C'est un signe d'avertissement inquiétant qui, plutôt que d'effrayer ses prédateurs, cherche à les avertir de la férocité dont ils sont sur le point d'être témoins et constitue également une stratégie brillante pour éviter les conflits inutiles et conserver son précieux venin pour la chasse. Ce n'est qu'en dernier recours, lorsqu'il est acculé et qu'il n'y a pas d'échappatoire, que le reptile agressif utilise sa morsure venimeuse pour défendre sa propre vie. Mais tous les reptiles qui prospèrent dans la chaleur étouffante du désert ne sont pas des bêtes en maraude attendant leur prochain coup de foudre. Loin des frontières du désert de Chihuahua, un autre royaume s'élève, un four de roches et de sable où la vie exige une stratégie différente. Au cœur du désert de Morave, un autre reptile, beaucoup plus patient, a perfectionné l'art de l'endurance. Ce n'est pas un meurtrier, mais une forteresse vivante qui se dresse contre l'écosystème brûlant. Avec une carapace bombée ressemblant à un rocher usé par le temps et des pattes robustes et éléphantesques, la tortue du désert est une relique vivante, une voyageuse dans ce monde aride régi par des températures étouffantes. Cette tortue, qui peut atteindre 7 kilos, se déplace avec une lenteur délibérée qui contraste fortement avec les attaques fulgurantes du serpent à sonnette. Son existence est une leçon magistrale sur la façon de vaincre l'ennemi le plus implacable du Morave, le soleil. Pour ce reptile, la surface du désert est un champ de bataille, où les températures peuvent dépasser les 50 degrés Celsius, une chaleur capable d'incinérer n'importe quel être vivant. Bien sûr, menacé par des températures aussi impitoyables, ce survivant ingénieux opte pour une stratégie qui consiste à fuir la chaleur plutôt qu'à l'affronter. La tortue du désert est une maîtresse de la vie souterraine. Avec ses pattes avant aplaties, munis de griffes épaisses en forme de pelle, il creuse des terriers qui sont bien plus que de simples trous. Ce sont des sanctuaires souterrains, des tunnels complexes qui peuvent s'étendre jusqu'à 9 mètres de profondeur dans la terre compacte. Dans ces forteresses, la tyrannie du soleil s'estompe. La température reste fraîche et stable, un refuge parfait non seulement contre la chaleur torride de la journée, mais aussi contre le froid glacial de la nuit. Étant donné les conditions beaucoup plus confortables qui règnent dans son terrier douillet, la tortue passe plus de 90% de sa longue vie dans la sécurité de ses tanières. Durant les mois les plus brutaux de l'été, voyant que même rester dans son abri n'est pas un comportement compatible avec la vie, le reptile décide d'entrer dans un état de léthargie estivante dans lequel il ralentit son métabolisme jusqu'à un arrêt presque total, espérant qu'après de longs mois de chaleur suffocante, le monde extérieur sera à nouveau habitable. La soif est un autre ennemi que la tortue du désert résiliente a réussi à maîtriser. Grâce à sa prodigieuse vessie, qui fait office de gourde interne,
Il peut stocker de l'eau pendant des périodes allant jusqu'à 1 an. Lorsqu'un miracle se produit et que les rares pluies du désert arrivent enfin, la tortue boit abondamment, comme un chameau, stockant chaque goutte. Le reste du temps, il tire son humidité des plantes dont il se nourrit. Herbes, fleurs sauvages, et surtout, les fruits charnus et juteux des cactus, qui sont une oasis en eux-mêmes. Leur vie à la surface se déroule aux heures les plus agréables de la journée, à l'aube et au crépuscule, lorsque le soleil n'est pas un bourreau mais une chaude caresse. Il avance d'un pas méthodique, cherchant patiemment sa subsistance. Mais la patience ne sert pas uniquement à survivre aux intempéries. Lorsque la saison arrive, la lenteur du désert est interrompue par l'appel ancestral de la reproduction. Le rituel commence par la recherche des mâles. Lorsque 2 hommes se disputent une femme, la confrontation devient une bataille de force brute. Il n'y a pas de vitesse, seulement de la puissance. Ils chargent les uns les autres, utilisant la projection de leur coquille inférieure, la corne gulaire, comme un bélier. Le but n'est pas de blesser, mais de retourner l'adversaire sur le dos, une condamnation à mort sous un soleil implacable. Le vainqueur de ces duels de poussée gagne le droit d'approcher la femelle. Après avoir remporté l'honneur de courtiser une femelle, le mâle, avide de copulation, entame une cour persistante. Ce conquérant par excellence la suit, tourne autour d'elle et mord doucement ses jambes et sa carapace, tout en balançant sa tête dans une danse rythmique. La copulation est un acte bruyant et ardu, le mâle émettant des sifflements et des grognements forts alors qu'il lutte pour monter sur la grande coquille de la femelle. Semaines plus tard, la femelle se lance dans une mission cruciale. Il trouve un endroit avec un sol approprié, souvent près de l'entrée de son terrier, et commence à creuser. En utilisant uniquement ses pattes arrière, avec une patience infinie, il creuse un nid spacieux, un processus qui peut prendre des heures. Là, elle pond entre 4 et 8 œufs blancs et sphériques, qui donneront naissance à sa future progéniture. Une fois le dernier œuf pondu, elle recouvre le nid avec le plus grand soin, effaçant toute trace de son travail afin de ne pas révéler sa position à d'éventuels prédateurs. Après avoir accompli cette tâche ardue, la femelle, dans une démonstration de sens maternel inexistant, se retourne et s'en va, pour ne jamais revenir. Son devoir de mère est terminé. Les œufs sont abandonnés à leur sort, protégés seulement par une fine couche de terre. Pendant les 90 à 120 jours suivants, ils incubent sous la chaleur du soleil de Morave, une période durant laquelle ils sont extrêmement vulnérables aux prédateurs tels que les coyotes. S'ils survivent, les minuscules nouveau-nés, encore dotés de carapaces molles, éclosent. Pour ces petits, leur première tâche, et la plus dangereuse, est de creuser pour atteindre la surface. Dans cet écosystème impitoyable, les tortues sans défense émergent dans un monde de géants et de chasseurs, où elles sont des proies faciles pour les corbeaux, les renards, les coyotes et les blaireaux. Leur seul comportement ressemblant de près ou de loin à une défense est leur instinct de survie qui les pousse à chercher immédiatement un abri et à commencer une vie de furtivité et de patience. Précisément l'un de ces carnivores voraces qui viennent voir des bébés tortues non protégés comme un vaste festin à volonté est un reptile sauvage qui cache une arme puissante dans sa morsure. Doté d'un corps robuste mesurant jusqu'à 60 cm de long et d'une peau qui n'est pas constituée d'écailles mais de perles osseuses, le monstre de Gila se déplace avec une lenteur hypnotisante.
Dans un monde où presque toutes les espèces sauvages font de gros efforts pour rester invisibles, la peau de ce lézard n'est pas conçue pour le camouflage, mais pour être vue. Leur peau est un signe d'avertissement aux motifs irréguliers noirs et orange, rose ou jaune. Leurs couleurs vives sont une mesure de survie astucieuse, destinée à dissuader toute menace en annonçant la toxicité de leur morsure. Cette arme mortelle cachée entre leurs dents a défini leur mode de vie reclus, préférant vivre en compagnie et en solitude. Ce reptile toxique passe plus de 95% de sa vie sous terre, dans la sécurité de terriers qu'il vole souvent à d'autres habitants du désert. Ces abris souterrains sont leur sanctuaire, une défense parfaite contre le soleil de Morave qui brûle la surface et le froid profond de la nuit. Ce n'est que lorsque le soleil a accordé un répit momentané à sa férocité, c'est-à-dire au crépuscule ou la nuit, que le monstre de Gila sort à découvert. Bien qu'ils aient passé jusqu'à plusieurs semaines sous terre, à leur sortie, leurs mouvements sont lourds, délibérés, comme si chaque pas était réfléchi. Ce reptile n'a pas besoin de vitesse, car sa stratégie de survie est basée sur une efficacité énergétique presque absolue. Sa queue épaisse et cylindrique est la clé de sa prodigieuse résistance à la famine. Ce n'est pas seulement un appendice, c'est aussi son garde-manger personnel, un dépôt de graisse où il stocke l'énergie de ses maigres repas. Un spécimen avec une queue épaisse et arrondie est un signe de santé et indique que le reptile est prêt pour de longues périodes de jeûne. Grâce à cette capacité à stocker de l'énergie et à un métabolisme incroyablement lent, il peut survivre avec seulement 3 ou 4 gros repas par an. Lorsque la faim le pousse enfin à la surface, il devient un chasseur méthodique et acharné. Ce prédateur méticuleux cesse de poursuivre sa proie et la traque. Leur principal outil est leur langue fourchue, qu'ils battent constamment, goûtant littéralement l'air et collectant les particules odorantes de leur environnement. Chaque fois qu'il utilise sa langue comme radar, il crée une carte de son environnement, ce qui est une compétence extrêmement utile lorsqu'il est temps de réclamer une vie. Grâce à ce sens prodigieux, le reptile peut suivre la trace de sa nourriture préférée, les nids. C'est un pilleur de berceaux par excellence qui adopte un comportement qui peut être extrêmement méprisable, mais qui lui garantit des repas riches en protéines presque sans effort. Leur régime alimentaire se compose principalement d'œufs et de petits oiseaux nichant au sol, de lapins, de rongeurs et bien sûr de tortues du désert. Se dirigeant lentement vers le nid qu'il a localisé, guidé par une odeur que lui seul peut interpréter, le lézard coloré parvient à trouver ce qu'il considère comme de succulentes collations sous forme d'œufs. Sans perdre de temps, ses puissantes mâchoires les écrasent sans effort et il avale leur contenu nutritif. S'il y a des nouveau-nés, leur sort est le même, offrant l'une des scènes les plus sauvages de cet écosystème. Il s'agit d'un massacre silencieux, un acte de prédation qui ne requiert ni vitesse ni agilité, seulement un odorat infaillible et une absence totale de scrupules. Bien que son venin soit rarement utilisé lors de la chasse à des proies aussi sans défense, cette substance toxique est son arme ultime, réservée à la défense ou pour maîtriser un adversaire qui pourrait riposter. Contrairement au serpent à sonnette, il n'injecte pas son venin à l'aide de crocs creux, mais le libère plutôt à travers des rainures entre ses dents. Lorsqu'il mord une grosse proie, le monstre de Gila ne la lâche pas et, d'un mouvement de mastication, broie et presse le venin dans la plaie, produisant presque immédiatement une douleur atroce. Cette attaque vicieuse n'est pas conçue pour tuer rapidement, mais pour envoyer un message inoubliable à tout prédateur qui pourrait la percevoir comme une proie potentielle. Un jeune coyote inexpérimenté qui ose harceler ce reptile apprendra une leçon qu'il n'oubliera jamais s'il survit. L'agonie du venin est un moyen de dissuasion si puissant que la plupart des prédateurs du désert préfèrent éviter l'expérience désagréable de rencontrer un monstre de Gila. Après un repas copieux, ayant avalé jusqu'à un tiers de son poids corporel en une seule fois, le lézard venimeux se retire lentement dans l'obscurité de son terrier, où il poursuivra son mode de vie d'ermite sous terre. Loin de la chaleur extrême de la demeure du monstre de Gila, le paysage se refroidit et s'étend, laissant place au vaste océan d'armoise du désert du Grand Bassin. Ici, la vie sauvage n'apparaît pas sous forme de reptiles solitaires, mais sous forme de clans bruyants, où la force ne réside pas dans le venin d'un individu, mais dans l'écho de 1000 voix, ou plutôt de 1000 aboiements. C'est le domaine du chien de prairie. Un rongeur qui, malgré sa taille modeste, parvient non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans cet empire de froid et de silence. Son corps compact, ne pesant pas plus d'1,5 kg, est conçu pour vivre dans 2 mondes.
Leurs griffes courtes et robustes ne sont pas des armes d'attaque, mais plutôt des outils de creusement d'une efficacité impitoyable. Une autre de ces adaptations enviables à son habitat hostile est sa fourrure, teinte dans des tons terreux, qui lui permettent de se fondre dans le sol dans un camouflage prodigieux. Alors que d'autres espèces sauvages, comme le lièvre à queue noire, se contentent d'un modeste trou souterrain pour construire leur maison, l'ambition de ces petits mammifères ne connaît pas de limite. Leurs tanières ne sont pas de simples terriers, ce sont des métropoles souterraines, des bastions d'une étonnante complexité qui s'étendent sous la plaine. Chaque monticule de terre à la surface est une œuvre d'architecture défensive. Elles servent de digues contre les crues rares mais violentes et de tours de guet pour les sentinelles. Leur forme conique crée également des courants d'air qui ventilent le complexe souterrain. Sous la surface se trouve un réseau de tunnels qui ferait honte à d'autres merveilles de construction souterraine. Il y a des chambres de nidification tapissées d'herbes sèches pour élever la prochaine génération, des chambres de latrines qui maintiennent l'hygiène de la maison et des chambres d'écoute près de la surface conçues pour détecter les vibrations d'un prédateur qui approche. De multiples sorties de secours, souvent cachées et éloignées de l'entrée principale, garantissent qu'une trappe ne signifie pas la fin du clan. Cette forteresse souterraine est leur refuge contre un monde qui cherche à les anéantir. C'est un sanctuaire qui les protège du soleil brûlant de l'été et, plus important encore, de l'emprise glaciale de l'hiver du Grand Bassin. Bien sûr, cet exploit d'ingénierie sauvage n'a pas été construit, ou plutôt creusé, par un seul rongeur. La vie du chien de prairie est une symphonie sociale incessante. Une grande colonie est divisée en quartiers, et chaque quartier en coteries, clans familiaux unis par les liens du sang. Chaque coterie défend farouchement ses frontières contre ses voisins avec des parades et des poursuites, mais s'unit à toute la colonie face à une menace extérieure. C'est un équilibre constant entre rivalité interne et défense mutuelle. Étant une espèce extrêmement sociale, elle ne pouvait avoir d'autre langage que l'un des plus sophistiqués du règne animal. Leur vocalisation ne se limite pas à un simple aboiement, elle constitue tout un lexique de survie. Un cri aigu et rapide signifie qu'il y a une menace aérienne, comme un faucon, ce qui fait que tout le monde tombe instantanément au sol. Un aboiement rythmique et répétitif avertit de la présence d'un coyote qui se cache au loin, laissant le temps à l'animal de se retirer en ordre dans ses terriers. Ces survivants impuissants mais rusés ont même développé des cris spécifiques pour les blaireaux, les serpents et d'autres menaces. Les sentinelles, et le clan en général, fonctionnent comme un réseau de renseignements élaboré en temps réel, présentant une communication qui maintient le groupe toujours une longueur d'avance sur la mort. La cohésion sociale est renforcée par des rituels quotidiens, comme les salutations en touchant le nez et les dents dans un geste souvent appelé baiser, une manière de confirmer l'identité et de réaffirmer l'appartenance au même clan. Ils se toilettent également mutuellement, éliminant ainsi les parasites et renforçant les liens familiaux. Lorsqu'une menace est enfin passée, le clan exécute son emblématique jump bark, un comportement particulier dans lequel un individu se lève, pousse un cri dans l'air et saute, presque comme un ressort. Il s'agit d'une sorte d'annonce triomphale indiquant que le clan est toujours debout et bien sûr que la vigilance continue, car dans l'écosystème hostile du désert du Grand Bassin, on ne sait jamais quand, de nulle part, un autre carnivore cruel apparaîtra. L'existence de ce rongeur compact est une danse perpétuelle entre la paix communautaire et la guerre contre une horde de prédateurs. Depuis les cieux, l'aigle royal est un éclair mortel, capable d'arracher une sentinelle de son poste en un clin d'œil. La réponse du clan, incapable d'engager un combat au corps à corps contre ce chasseur sanguinaire, est un cri d'alarme qui déserte instantanément la plaine. Sur les terres arides, le coyote apparaît comme l'image même de la mort pour ses rongeurs, patrouillant aux abords de la colonie, testant ses défenses, à la recherche d'un individu distrait, jeune ou malade. Mais la vigilance aux 1000 lieues contrecarre souvent leurs plans, transformant leur chasse en un long jeu d'attente. Bien que ce chien sauvage parvienne souvent à tuer l'un de ces tendres mammifères, l'ennemi le plus redouté des clans est, sans aucun doute, le blaireau américain. Contre ce fouisseur acharné, il n'existe aucune défense souterraine capable d'arrêter un raid sur les terriers des chiens de prairie. Le blaireau n'a aucun respect pour les portes des forteresses, et lorsqu'il décide d'attaquer un terrier, il creuse simplement une nouvelle entrée, utilisant sa force brute pour percer les défenses et déchaîner l'enfer dans l'obscurité des tunnels. Même si les pertes peuvent être nombreuses, le clan l'emporte et, après cette attaque sanglante pour ses rongeurs, la vie continue. Dans l'écosystème inhospitalier du Grand Bassin, les chiens de prairie doivent affronter un ennemi rare dans d'autres habitats désertiques. Lorsque l'hiver arrive,
et qu'une épaisse couche de neige recouvre la vaste plaine, la colonie, dans son éternelle lutte contre la mort, décide de se retirer honorablement au plus profond de son terrier. Bien qu'ils n'hibernent pas complètement, les rongeurs entrent dans de longues périodes de torpeur, blottis dans leurs chambres les plus profondes, à des mètres sous la surface glacée. Ici, ils survivent grâce à la graisse accumulée pendant les mois d'abondance et, surtout, à la chaleur partagée de la famille, s'entassant en une masse compacte, un four vivant qui défie les températures négatives de la surface. Tandis que les chiens de prairie se retirent au plus profond de leur refuge, dans ces mêmes plaines, règne un autre mode de vie, celui qui ne dépend pas de 1000 voix, mais de 2 oreilles prodigieuses qui scrutent le vent à la recherche du moindre murmure de danger. Pesant jusqu'à 180 kilos, avec des oreilles proéminentes qui observent de loin, le cerf mulet apparaît à l'horizon. Son nom vient de ses oreilles, d'immenses structures qui se déplacent de manière indépendante, capables de capter même les plus petits murmures dans le désert froid. Sa fourrure, qui change au fil des saisons, devient d'un brun rougeâtre pendant le court été, tout en devenant grisâtre et dense pour affronter le froid mordant de l'hiver. Une tache blanche sur sa croupe et une queue fine avec une pointe noire complètent son apparence. Les mâles, dans la fleur de l'âge, arborent de larges bois fourchus, symbole de leur puissance qui grandit et diminue au fil du cycle annuel. Cet herbivore est un maître de la mer d'Armoise et des îles de montagne qui s'élèvent du fond de la vallée. Leur vie est un exercice constant de vigilance, car ils habitent le même territoire que les plus grands prédateurs, et lorsqu'il s'agit d'un ongulé imposant pesant plus de 100 kilos, aucun d'entre eux n'hésitera à tuer une proie aussi désirable. Pour survivre, ce cerf, au lieu de regarder la mort dans les yeux et de l'affronter, préfèrent toujours fuir vers la sécurité de la vaste plaine. Leurs oreilles prodigieuses constituent leur première ligne de défense. L'ongulé peut les tourner dans presque toutes les directions, triangulant l'emplacement d'un son avec une précision étonnante. Le craquement de la neige sous une patte furtive, le frôlement d'un corps contre une branche de genévrier, le bruit presque imperceptible d'une griffe sur un rocher. Rien n'échappe à l'examen attentif de son oreille. En plus de son ouïe, il possède une vue perçante et un odorat sensible qui l'avertissent de la présence d'un puma, ou peut-être d'un coyote, bien avant qu'il ne soit trop tard. Cet habitant sauvage du désert passe une grande partie de sa vie immobile, caché parmi la végétation, simplement à écouter et à observer, une sentinelle perpétuelle. Lorsque son formidable système d'alerte détecte une menace, sa réponse n'est pas une course paniquée, mais plutôt une stratégie d'évasion unique et calculée. Au lieu de galoper, le cerf mulet entame une série de sauts extraordinaires, se propulsant dans les airs avec ses 4 pattes en même temps, dans une séquence de rebonds hauts et raides. À chaque bond, il lève la tête au-dessus de l'armoise, ce qui lui permet de mieux voir la position et les intentions de son poursuivant. Il agit également comme un moyen de dissuasion pour le prédateur, une démonstration de force et de vitalité qui fait comprendre au carnivore que l'ongulé ne sera pas une proie facile, l'invitant à battre en retraite. De plus, ces sauts, qui peuvent atteindre 2 mètres de haut et près de 5 mètres de long, lui permettent de surmonter avec une facilité incroyable les obstacles de son terrain accidenté, tels que les rochers, les troncs tombés et même la neige profonde. Et en parlant de neige, la survie du cerf mulet dépend également de sa capacité d'adaptation aux hivers rigoureux qui sévissent dans le désert du Grand Bassin. Leur pelage d'hiver dense est composé de poils creux qui emprisonnent l'air, créant une couche isolante incroyablement efficace contre les températures inférieures à 0, devenant un pelage naturel chaud. Une autre de leurs adaptations à la vie dans l'hiver glacial de ce désert est leur appétit pas du tout difficile. Les cerfs mulets sont des brouteurs, et non des herbivores, ce qui signifie que leur régime alimentaire est incroyablement flexible. Alors qu'au printemps et en été, ils se limitent à manger des feuilles tendres d'arbustes, des fleurs sauvages et des herbes fraîches. Lorsque l'austérité de l'hiver arrive et que la neige recouvre tout, il n'a aucun problème à faire ce qu'il doit faire pour survivre. En consommant ce que les autres méprisent, comme les branches ligneuses, l'écorce des jeunes arbres et surtout les feuilles dures et résineuses de l'armoise et du genévrier, qui sont souvent la seule chose qui dépasse de la neige. Bien sûr, à tout moment pendant qu'il se nourrit, il est toujours attentif à l'horizon, scrutant avec ses oreilles sensibles l'incursion d'une éventuelle menace. Bien que ses sens prodigieux le sauvent souvent de la mort, parfois, peu importe l'ingéniosité de son évasion,
car dans le vaste silence du désert du Grand Bassin, il y a un chasseur dont la patience peut vaincre même la vigilance la plus sévère. Un prédateur qui n'abandonne pas, qui apprend et qui s'attaque souvent à ceux que le puma n'a pas pu attraper. Avec un pelage qui est une mosaïque de gris, de cannelle et d'ocre, une fusion parfaite avec la terre et l'ombre, le coyote est le stratège suprême du désert. Bien que ce chien ne possède pas la force écrasante du puma ni la vitesse inégalée de l'antilope d'Amérique, son arme est une intelligence affinée par des millénaires d'adversité, une prodigieuse capacité d'adaptation qui lui a permis de prospérer, quelle que soit l'aridité qui règne dans l'écosystème. Ce chien sauvage, qui ne pèse pas plus de 17 kilos, est un maître de la survie. Lorsque l'hiver brutal du Grand Bassin recouvre la terre d'un manteau de neige et que le thermomètre chute, un manteau épais et dense se développe pour la protéger du froid mordant. Le coyote utilise sa queue touffue comme une écharpe pour couvrir son nez pendant son sommeil, conservant ainsi une chaleur vitale lors des nuits glaciales. Mais les capacités de survie les plus extrêmes du canidé, comme chez le cerf-mulet, s'exprime dans son régime alimentaire malléable. Cette bête est un omnivore par excellence, un opportuniste qui ne refuse aucune source de nourriture. Son menu est le reflet direct de ce que cet empire de la crème glacée offre ou refuse. Des lièvres et des rongeurs comme les écureuils terrestres aux veaux de cerf-mulet, aux oiseaux, aux reptiles et aux insectes, leur instinct prédateur est polyvalent. Mais si la viande se fait rare, le coyote n'hésite pas à consommer des baies de genièvre, des graines et toute autre matière végétale qui lui offre de la nourriture. Son intelligence transparaît le plus clairement dans ses techniques de chasse, un répertoire aussi varié que son appétit. Pour les petites proies, comme les campagnols se déplaçant sous la neige, le chien devient un chasseur d'une précision étonnante. Ce prédateur reste immobile, la tête inclinée, ses oreilles triangulant le son presque imperceptible de sa victime sous la surface blanche. Une fois localisé, il fait un saut en arc de cercle, plongeant avec ses pattes avant jointes pour attraper le rongeur à travers la couverture glacée. Lorsque votre cible est un lièvre à queue noire, la stratégie change et se concentre sur la furtivité et la vitesse. Le carnivore rampe avec son ventre près du sol, utilisant chaque buisson d'armoise comme couverture, se rapprochant centimètre par centimètre. Lorsque la distance est bonne, ce chien sauvage explose dans une course qui peut atteindre 65 km/h, une poursuite ultra rapide qui se termine souvent avec sa proie entre ses mâchoires. Bien qu'ils soient des chasseurs solitaires, des nomades qui parcourent de vastes distances à la recherche d'une occasion de faire taire leur gargouillement d'estomac, avec seulement la lune pour compagnie, certains chiens préfèrent vivre au sein d'une famille, une meute dirigée par un couple alpha. Ces groupes familiaux, loin d'être aussi nombreux que les clans de chiens de prairie, sont de redoutables unités de chasse. Travaillant en équipe, ils sont capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses, comme un cerf-mulet adulte affaibli par l'hiver. Comme de bons chiens, leur répertoire de vocalisation est vaste, comprenant une symphonie de hurlements, d'aboiements et de jappements qui résonnent dans les vallées glacées au crépuscule. Le hurlement n'est pas seulement un appel, c'est un manifeste, une façon de tracer des limites invisibles, de déclarer la souveraineté de la meute sur son territoire et d'avertir les autres coyotes de rester à l'écart. Dans ce territoire vaste et disputé, le conflit est inévitable. La plus grande menace pour un coyote est souvent un autre coyote. Les conflits territoriaux peuvent être violents, même s'ils se terminent rarement par la mort. Ce sont des démonstrations de puissance, avec des grognements, des postures dominantes et des poursuites qui réaffirment les limites du clan. Mais il y a une frontière que le stratège du désert sait qu'il ne doit pas franchir. La ligne qui le sépare du prédateur au sommet. Dans la froide lumière de l'aube, un coyote solitaire, poussé par une faim qui dure depuis des jours, perçoit une odeur dans l'air. C'est l'arôme incomparable de la viande fraîche, la récompense de la chasse de quelqu'un d'autre.
Avec une infinie prudence, le chien suit la piste jusqu'à ce qu'il trouve le butin. Les restes d'un cerf mulet, partiellement consumé et caché sous un tas de neige et de branches. Mais il y a un problème, c'est le garde-manger d'un puma. Le chien sauvage connaît le risque mortel qu'il court, mais la faim est une force tyrannique. Les sens en alerte, reniflant l'air, écoutant le moindre bruit, il commence à se nourrir, arrachant à la hâte des morceaux de chair. Chaque seconde est un cadeau volé. Et puis le félin assoiffé de sang revient, conscient qu'un intrus prend ce qui lui appartient de droit. Le puma apparaît sans un seul bruit, une ombre fauve qui se matérialise parmi l'armoise. Il n'y a pas de rugissement, il n'y a pas d'avertissement. Juste une présence écrasante, une intention meurtrière qui empoisonne l'air. À l'arrivée du félin impitoyable, le coyote se fige. En un instant, toute son audace s'évapore, remplacée par un pur instinct primaire de soumission. Ses oreilles s'aplatissent contre son crâne, sa queue se replie entre ses jambes et un gémissement bas et tremblant s'échappe de sa gorge. Le chien baisse la tête, évitant le regard mortel du félin. Le puma s'approche lentement, les muscles tendus, un grognement sourd qui est une vibration profonde, une promesse de violence. Le redoutable puma n'a même pas besoin d'attaquer, car sa domination est absolue et incontestable. Le coyote, reconnaissant une force bien supérieure à la sienne, recule lentement, pas à pas, sans tourner le dos au dictateur du désert. Avec un dernier regard de terreur, le chien sauvage se retourne et s'enfuit, disparaissant dans les sous-bois, laissant le festin voler au seul véritable prédateur suprême de ce royaume. Le puma se tient au-dessus de sa proie, réaffirmant sa place au sommet de la chaîne alimentaire, tandis que le coyote, vaincu mais vivant, s'éloigne. Bien que le félin soit le maître incontesté de la chaîne alimentaire, il existe un prédateur impitoyable contre lequel même ce glorieux chasseur n'a aucune défense. En raison de l'influence des activités humaines, la vie des espèces sauvages est de plus en plus affectée. Le redoutable puma, le lion des montagnes, constate de visu comment son habitat est fragmenté, passant de vastes territoires où les proies abondent à quelques hectares, incapables de contenir la férocité de ce prédateur. Avec la construction des routes, ces cicatrices d'asphalte traversent le désert, réduisant de façon exponentielle ce qui était autrefois des domaines infinis. Chaque année, des dizaines de pumas périssent sous les roues des véhicules, et des populations entières, comme celle des montagnes de Santa Monica, sont piégées sur des îles génétiques, menacées d'extinction lente par consanguinité. La tortue du désert, une espèce qui parcourt ces terres depuis avant la dernière période glaciaire, a vu sa population chuter de plus de 90% au cours des dernières décennies. Leur habitat dans le Morave est rasé pour faire place à des projets massifs d'énergie solaire, et des maladies respiratoires mortelles, souvent propagées par d'autres humains libérés de captivité, anéantissent les survivants. Pour les mouflons d'Amérique, la menace vient du vent, sous la forme d'agents pathogènes transportés par le bétail domestique. Des maladies comme la pneumonie, inoffensives pour les moutons domestiques, sont un fléau apocalyptique pour les troupeaux sauvages, capables d'anéantir des troupeaux entiers en quelques semaines. Même l'antilope d'Amérique, une bête conçue pour distancer n'importe quel prédateur en race campagne, rencontre un ennemi qu'elle ne peut éviter. Des clôtures de barbelés s'étendant sur des milliers de kilomètres à travers les plaines bloquent leurs anciennes voies de migration, laissant des troupeaux entiers mourir de soif et de faim à quelques mètres de l'eau ou du fourrage qu'ils ne peuvent atteindre. Mais, comme leurs habitants sauvages, ces royaumes de l'aridité souffrent aussi. Les grands fleuves qui leur donnaient un souffle de vie sont détournés pour étancher la soif de villes lointaines, laissant des lits de rivières asséchés et des écosystèmes assoiffés. Les espèces végétales envahissantes, comme le brome des toits, se propagent comme une peste, créant un combustible qui alimente des incendies de forêt plus grands et plus violents que ceux que le désert a jamais connus, incinérant des forêts d'arbres de Josué et des fourrés d'armoises. Le réchauffement climatique intensifie également la brutalité du soleil,
élevant les températures à de nouveaux extrêmes et prolongeant les sécheresses qui poussent les habitants sauvages aux limites de leur endurance. Mais même face à cette situation, la ténacité de la faune sauvage inspire un dernier appel à l'espoir. En Californie, un exploit d'ingénierie est en cours de construction, le Wallis-Annenberg Wildlife Corridor, un pont recouvert de végétation qui enjambera les 10 voies de l'une des autoroutes les plus meurtrières pour les couguars, une tentative monumentale pour reconnecter leur territoire et les sauver de l'extinction. Dans les plaines frontalières, des batailles sont menées pour rétablir les voies de migration des antilopes d'Amérique, supprimer les obstacles et garantir que le maître de la vitesse puisse à nouveau régner librement. Bien que ces projets ne soient qu'une première étape sur le long chemin vers la préservation de ces espèces sauvages, ils offrent une lueur d'espoir pour les sauver d'une extinction imminente. Avez-vous été époustouflé par les histoires de la faune dans les déserts impitoyables de l'Amérique? Alors ne partez pas sans nous laisser vos likes au préalable. N'oubliez pas non plus d'écrire dans la case commentaire quelle espèce sauvage vous a le plus impressionné. Pour rester au courant de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Enfin, si vous souhaitez aider davantage de personnes à découvrir la faune fantastique de ces royaumes hostiles, partagez cette vidéo avec vos amis. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de déserts arides, de reptiles féroces, de félins assoiffés de sang et bien sûr d'histoires de vie sauvage.